Très heureuse de vous retrouver encore une fois pour le compte de ce nouveau numéro de votre émission Admirable. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Alors, l'invité de ce soir, c'est un homme pour cette fois-ci. Je vous le présente. Il est né à Mbandaka le 11 juillet 1988. Il est juriste de formation, écrivain. Il est également un homme des dieux et il sert le Seigneur au sein de Daniel Ministry. Vous allez le découvrir ce soir, Madame, Messieurs. Bonsoir à Richard Ali. Bonsoir Madame Emeline, merci beaucoup pour cette invitation. Comment vous allez? Ça va très bien, un peu de trac, mais ça va. J'ai été en train de vous présenter tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit en tout cas. Ouais. Alors nous vous appelons aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de gens qui vous admirent et admirent ce que vous faites. Étant jeune, vous inspirez plus d'un. Alors nous voulons retracer votre parcours, parler de vos difficultés, vos réussites également, comment vous avez fait pour contourner certains défis, le relever et tout ça. Et nous voulons vraiment rentrer dans l'histoire, commencer par la famille. Quel genre d'enfant était Richard Ali? Ouf, ça commence bien, je ne me suis pas préparé à ça. Alors, d'aucuns pensent que Richard Ali est très vif, il est courageux, il relève facilement les défis, mais je crois que moi, j'ai grandi un peu timide. Je crois que ma première nature est ces garçons un peu timides, ces garçons cadets de sa famille, timides mais aussi assez un peu turbulents. Ok. Voilà. Vous l'avez très bien dit, je suis né en Mbandaka, ville-province, pardon, on est à l'Équateur. Donc, je quitte Mbandaka à 4 ans, 5 ans pour Kinshasa. Ok. Mais oui, c'est vrai qu'à Mbandaka, j'étais fils à ma mère, très turbulent. C'est à Kinshasa que je découvre mon père, qui nous avait précédé ici à Kinshasa. Et c'est ici à Kinshasa que j'ai fait toutes mes études. Mais je crois que voilà, j'ai grandi dans ces deux natures-là. Un peu timide, très bouillant parfois. Mais ma timidité est plus dans le sens où moi-même je sais que je suis un peu timide, dans le sens où si je me retrouve parmi les timides, j'essaye d'animer, et si je vois que ceux-là qui sont timides ne s'ouvrent pas, je reste timide quand même. Donc on va rester comme ça. Après, si je me retrouve dans un groupe où c'est bouillant, je suis très bouillant, donc je donne ça comme Donc première... vous prenez la nature de là où vous êtes? Un peu ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup échanger. Mais si la personne que je tente d'aborder, que j'ai envie d'échanger beaucoup, ne me renvoie pas, je veux dire, cette vivacité-là, je reste comme elle, en fait. Donc, je ne sais pas, une fois j'ai essayé de suivre un peu, on m'a dit que c'était ça la nature des cancers. Voilà, je ne sais pas, je ne m'y mets pas trop dedans, mais bon, homme de culture, un peu... mais c'est un peu ça, j'ai grandi un peu comme ça, timide, mais bon, bouillant à l'école. Voilà, on ne sait pas se définir soi-même, après tout. Voilà. J'étais en train de dire tantôt que vous êtes juriste de formation, ça a été votre rêve d'enfant. Les parents vous ont imposé quelque chose. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette faculté? Alors, juriste, ce n'était pas le premier rêve. Imposé, non, mais on en a échangé avec papa. L'histoire, je l'ai encore fraîchement dans ma mémoire parce que je me souviens très bien, je suis en deuxième année secondaire au collège 1 à Beloya. Je réussis très bien en mathématiques, je réussis très bien en français, je brille et je sais que je ferai la section littéraire, le latin philo. Et déjà en deuxième année secondaire, moi, j'ai découvert que j'avais vraiment l'envie de devenir écrivain. Et donc, pour moi, la filière à suivre, c'était le lettres ou le journalisme. Et mes papas me dira, mais tiens, il faut que tu... C'est mieux de faire le droit. Parce que, bon, c'était par rapport à la possibilité de se retrouver un jour dans la vie. Okay. Voilà, être écrivain, comment tu allais gagner ta vie en tant qu'écrivain. Donc, c'était un peu ça le débat. On a eu ces petits débats-là. Moi, je disais, mais non, je serais vraiment écrivain. Et lui me faisait voir la réalité des choses. Et me rappela aussi, mais que le grand-père, lui, était juge-président de TGI à l'Équateur, donc en Mbandaka, donc c'était un homme de droit. Papa lui-même aussi, à un moment, il a voulu faire le droit, mais il n'avait pas fait. Et moi, j'aimais aussi le droit, en fait. Ça me plaisait bien d'être avocat. Mais la première passion qui
bouillonnait en moi et qui brûlait en moi, c'était que l'on puisse un jour m'identifier comme étant écrivain. Ça, c'était clair dans mon esprit. Depuis enfant. Vraiment, ça, c'était clair. Ça, c'est le débat. Papa me suivra sûrement à travers cette émission. C'est le débat qu'on avait, deuxième année secondaire. On est en train de terminer l'année. On échange parce que je viens de bien terminer mon année. Je suis quoi, premier ou deuxième de la classe, je ne sais plus très bien. Et on échange sur ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ferai la section littéraire. Mais tu comptes devenir qui? Écrivain. Et là, il est surpris, il dit non, il commence à réfléchir sur ça. Et je dis, mais évidemment, je ferai les droits, mais il faut absolument que je sois écrivain. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai navigué entre les deux. Et vous avez eu à exercer également? Oui, non. Alors, ce qui s'est fait, c'est qu'on a terminé le cursus de droit à l'UPC, 5 années de droit. Après avoir terminé, j'ai la chance de travailler à Pigma. Okay. Donc, je suis recruté à Pigma chez M. Alain Havre, grâce à ma maman Émilie Flore-Feignon, parce qu'elle avait un fils qui travaillait là-bas, et surtout grâce à un frère qui avait lu mon livre, David, que je salue en passant. Il est toujours à Pigma. Il avait lu mon premier livre, il l'a présenté à Alain Havre, qui a beaucoup apprécié et qui m'a fait venir pour que je travaille comme copywriter à Pigma. Okay. Ça, c'était mon premier job payant. J'ai gagné. Okay. Et puis après, j'ai dû démissionner de Pigma parce que je sentais comme si je quittais un peu mon terroir littéraire. Parce que moi, j'ai commencé à avoir mes empreintes sur le terrain, sur le secteur du livre. À Pigma, vous avez déjà un ouvrage? Oui, j'avais déjà publié mon premier ouvrage. J'ai publié mon premier ouvrage pendant que j'étais encore étudiant à l'UPC, à la deuxième année de licence. Et c'est là que j'ai publié Les Cauchemardesques de Tabou. Et quand on a terminé les études, donc j'ai été embauché à travailler à Pigma. Et après, j'ai démissionné parce que j'ai été retenu comme consultant à la Fondation Hirondelle, toujours comme copywriter. Ça, c'est une belle histoire en tout cas. Donc, il y avait plusieurs postulants et il devait retenir qu'un seul candidat. Je me souviens, j'étais encore dans la vingtaine et la Fondation Hirondelle m'avait retenu comme étant consultant, copywriter. Et j'ai travaillé quelques temps avec la Fondation Hirondelle. Et après, je me suis... j'ai dit, bon, je reviens encore avec le média. Parce que je fais aussi des chroniques littéraires. Je suis allé travailler à B1 comme chroniqueur littéraire avec l'émission Biolittérature. Et à un moment, je me suis dit, mais tiens, il faut que j'aille prester. Donc, au moment où je commençais à réunir voilà, tous mes éléments pour... m'inscrire finalement avec un cabinet, parce qu'il faut dire qu'après j'avais fait mon test pour l'inscription au barreau de Kinshasa Matete et j'avais réussi. Donc régulièrement inscrit, en tout cas j'ai réussi. Il n'est resté qu'à prêter le serment. Et au moment où je m'apprête à prêter serment, c'est en ce moment qu'on m'appelle à Wallonie-Bruxelles pour travailler comme directeur de la bibliothèque. Là, c'était en quelle année? Nous sommes en 2016. 2016, donc j'intègre Wallonie-Bruxelles et j'ai mis un peu de côté la pratique. Donc, mais qu'est-ce que vous avez trouvé dans tous ces domaines-là qui vous poussaient toujours à aller vers l'écriture? Alors, ça c'est inexplicable parce que je crois que la passion, on ne sait pas l'expliquer. Hein. On découvre qu'il y a une chose qui vous attire sans faire d'efforts. En fait, vous trouvez que... Comment j'essaie d'expliquer ça? Une fois, j'essaie d'expliquer ça à un frère ou à des amis pour leur parler vraiment de la passion. La passion, c'est du verbe pâtir et du latin qui veut dire souffrir pour quelque chose. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes prêt à souffrir pour quelque chose, mais pour rien. C'est-à-dire que si d'autres personnes peuvent trouver cela inutile, ça n'a pas de sens. Qu'un enfant se lève le matin... Moi, je me réveille le matin, j'ai un roman de 300 pages et je me dis, je dois le terminer le jour même. Donc, je commence à lire depuis 7 heures. Je vais le lire jusque la nuit tombante, peut-être jusqu'au matin. Mais vous étiez quand même conscient que c'est un monde où la rentabilité, ça reste jusqu'aujourd'hui un rêve. Ici, surtout ici en République démocratique du Congo, vous êtes un homme, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous êtes responsable. Tout à fait. Mais pourquoi suivre la passion? Parce qu'on ne sait pas vivre sans sa passion. Parce que... même si on gagnait sa vie en termes de rentabilité, mais si on ne vit pas sa passion, on sera malheureux. Moi, j'ai réalisé ça à un moment. J'ai pu réaliser que la quête en soi de la vie n'est pas de gagner le matériel. La quête en soi de la vie, c'est d'arriver à un moment de se dire, ouf, je crois que j'ai fait ce que j'ai rêvé de faire dans ma vie.
Peu importe ce que ça peut vous rapporter. Vous savez, moi être écrivain, je disais... Moi, j'étais très petit, hein, parce que j'ai vu un jour une émission sur, je crois que c'était TV5 Monde, c'était la semaine de la francophonie. On parlait de Césaire, on parlait de Senghor, et je me suis retrouvé en eux. Tu es enfant, tu suis un document, et puis tu dis, mais ça, c'est exactement ce que je souhaite être dans ma vie. Ok. J'ai suivi le documentaire de Mobutu, roi du Zaïre, à l'époque, et dans cette émission-là, il y avait des politiciens qui passaient, les économistes, et tout ce monde-là qui témoignait sur Mobutu. Et à un moment, ça c'est vraiment l'histoire de ma vie, à un moment, il y a un monsieur qui apparaissait, et au bas de son nom, on écrivait dramaturge, écrivain. C'était le professeur Lie Yoka Moudaba. Et moi, quand je voyais le professeur Yoka, je disais, mais c'est fini. Ma vie, il suffit que je passe un jour à la télé, on écrit Richard Ali en bas, écrivain, je peux mourir en paix, c'est fini. En fait, je n'ai pas besoin d'être entouré de millions. Et donc, chacun a son idéal dans la vie. Et très souvent, ce n'est pas lié à l'argent. Je ne vois pas un enfant qui naît, en tout cas, ça, je n'ai pas encore entendu. Un enfant qui naît et qui se dit, mon rêve, c'est être entouré d'argent. C'est très rare. Je crois qu'un enfant qui naît, il se dira, ah, il voit, tu vois, et des fois, il est du coup attiré par le ballon. Lui, il rêve de jouer au ballon rond. Il voit quelqu'un qui est en train de filmer, il se dit, mais moi, je dois vraiment faire le cinéma. Ce n'est pas l'argent qu'il calcule. Quelqu'un d'autre se dirait, mais ah, c'est beau, ces messieurs-là, quand il fait le journal. En tout cas, non, maman, je crois que je dois être exactement comme ces messieurs-là qui fait le journal. Ça, c'est vraiment le rêve. En fait, rarement, c'est lié à l'argent. L'argent, ça suit après. Donc, la passion, c'est ça. C'est-à-dire, le rêve, l'idéal de la vie, c'est ça. Et quand à un moment, on arrive à atteindre cette idée-là, à réaliser ces rêves-là, je crois que c'est fini. C'est beau parce que c'est le bonheur. Mais vous êtes conscient quand même, l'argent, c'est important. Très important. On ne peut pas dire que c'est important. Pour arriver jusqu'ici, vous n'allez pas présenter le livre quand même. L'argent, c'est très important. Mais l'argent, maintenant, suivra parce que vous avez réussi dans votre passion. Je crois que c'est ça. Je suis homme de serviteur, comme vous l'avez dit. Je crois en Dieu. Je crois vraiment à l'appel. Je crois au mystère de la foi. Je suis convaincu, mais alors très convaincu, que celui qui nous a créé, Dieu, ne nous a pas créés au hasard et il ne dépose pas en nous cette passion qu'on appellerait talent au hasard. Dieu ne peut pas dire ou faire en sorte que Madame Emeline vienne au monde et que Madame Emeline sente en elle bouillonner l'envie d'être journaliste au hasard. Elle sait que si elle est dans ce domaine-là, elle réussira, elle gagnera l'argent dans ce domaine-là. Vous savez, il y a des gens qui... Comment est-ce qu'il y a des carrières qui arrivent à faire vivre certains et non pas d'autres? À un moment, ici même à Kinshasa, la musique a toujours été ce qu'elle a été. Ah oui. Mais on ne va pas dire que certains qui ont pratiqué cette musique-là ont été très nantis que ce qu'ils pratiquent aujourd'hui. Ah oui. Voyez-vous, certains ont joué au football, mais d'autres, écoutez, ils comptent des millions d'euros aujourd'hui grâce au football. Donc, à un moment de la vie ou voilà, notre parcours, on peut se dire, mais tel domaine, ça ne nourrit pas son homme. Est-ce que la télé nourrit son homme? Non, ça ne nourrit pas son homme. Voilà, tel a échoué, tel est misérable, tel est misérable. Mais on sera surpris de voir qu'Emeline arrive dans les médias et pouf, elle change de choses. On parle de madame... Donc, c'est une question de destinée. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est aussi ça, vraiment. Alors, vous quittez Hirondelle, vous quittez Pygma. Pygma. Vous êtes actuellement à Wallonie-Bruxelles. Oui. Comment ça se passe, votre venue? Ouf, je dois vraiment le résumer parce que c'est une longue histoire. Moi, Wallonie-Bruxelles, je commençais à la fréquenter, je suis encore au collège. J'ai découvert Wallonie-Bruxelles. J'arrive à l'UPC en train de faire le droit. On a une bibliothèque à l'UPC. Mais je l'ai dit, je le dis souvent, je n'ai jamais été à la bibliothèque de l'UPC. Okay. Mais à chaque fois que je quittais l'UPC, j'allais lire à la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles. Donc, vraiment, c'était ma maison. J'y allais. Cette culture de la lecture, là, c'était inculqué par le parent ou juste par passion? Je crois que c'est... Je ne dirais pas inculqué, mais je crois que c'est l'ADN. Okay. Parce que moi, je vis au monde... Parce qu'il faut qu'on l'admette quand même, c'est rare. Moi, je crois que c'est vraiment l'ADN. Ça, c'est parce qu'on a eu en parler avec papa. Je crois que c'est vraiment l'ADN. C'est inscrit dans notre ADN, dans notre sang. Parce que je vis à Mbandaka, on n'a pas de livre. Je viens à Kinshasa, accueilli chez notre
tante bien-aimée, Bamba, je ne suis pas entouré de livres. Je commence à étudier à une école primaire à Lissala, EP4 Lissala. Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque. Je finis, il n'y a pas de bibliothèque. Je vais à Abeloya, on n'a pas de bibliothèque. Je vais à Saint-Raphaël, petite bibliothèque, on ne fréquente presque pas. Mais durant ce parcours, j'ai toujours une passion de lire, en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'on sait que les étudiants vont à la bibliothèque lorsqu'ils sont à l'année terminale. Voilà, ce qui est bien dommage. Donc moi, c'est vraiment, je me souviens en 2e année secondaire, pendant les vacances, pour passer en 3e année d'humanité, j'ai découvert une bibliothèque dans mon quartier, c'était la bibliothèque de l'IFAD, quartier vers Sayo. Et le gestionnaire de cette bibliothèque-là, tellement que j'étais encore enfant, il me laisse l'accès gratuit. Et je dévore de livres 2-3 mois comme pas possible. C'était vraiment l'année de mon déclic. Une fois, ma mère m'a ramené une anthologie de la littérature d'Afrique centrale. C'est ce livre-là qui était mon livre de chevet qui a vraiment déterminé ma passion. Et donc, je fréquente cette bibliothèque-là tout le temps. J'y vais jusqu'à ce que je deviens... Voilà, je confirme vraiment ma vocation pour être écrivain. Je gagne le prix et tout. Et pour faire court, un jour, vraiment, moi c'est comme ça, un jour, je crois que je travaillais déjà comme conseiller culturel du gouverneur de la province de Mbandaka, M. Tony Bolamba, petit-fils Antoine Roger Bolamba, écrivain. Donc, je suis là avec les amis à la représentation provinciale et j'ai reçu un coup de fil. Je le salue en passant, l'ancien directeur du centre, M. Bren Chibanda, qui me téléphone pour me dire « Ali, on a besoin de toi au centre Wallonie pour occuper le poste de directeur de la bibliothèque. » Je crois que c'est une vaste blague. Il dit « Ah bon ?» Il dit « Oui, mais si tu viens maintenant, tu prends le poste. » Donc j'ai dit aux amis « Écoutez, on m'appelle pour aller travailler au centre Wallonie Bruxelles. » Il dit « Mais non, tu blagues. » Je dis « Oui, je prends mon taxi, j'arrive là-bas, il me dit « Mais voilà, les documents sont là, tu signes. » Et puis je dis « Mais... » Non, le monsieur qui était là, c'est le papa Gaston, il avait 65 ans, il partait à la retraite. Donc il part à la retraite. Je dis, mais il y a des gens qui peuvent le remplacer, qui sont là. Il dit, non. Depuis Bruxelles, on a décidé que c'est toi qui dois occuper ce poste-là. Est-ce que tu fréquentais déjà avant? Oui, comme je l'ai dit, j'ai fréquenté beaucoup cette bibliothèque-là, ce centre-là. La déléguée de l'époque, Madame Catherine Brailly, je salue en passant, m'avait découvert. Quand j'ai écrit mon premier roman, mon premier recueil de nouvelles, ça a été présenté là-bas, avec un succès fou quand même. Et puis j'ai lancé l'association des jeunes écrivains du Congo. Elle est venue pour parrainer cette structure, donc tu vois qu'elle suivait déjà un peu mon parcours. Je me suis mis à organiser beaucoup d'activités littéraires à la Maison des Savoirs et des fois chez eux là-bas. Et pendant que je faisais mes chroniques littéraires à Biwan, ils suivaient cela. Mais avant Biwan, j'ai fait des chroniques littéraires aussi à Télé 7. Là aussi, c'était pareil. Donc, je viens un matin, c'est le directeur de Télé 7, M. Freddy Moulomba, qui me dit, Ali, je t'ai cherché, voilà l'émission, tu commences à tourner cette émission. Alors, lui pensait que j'étais à l'IFASIC parce que j'étais souvent invité à l'émission de Pensée congolaise. Là. Je venais souvent. Et comme tu m'as invité là, on me dit, ben voilà, on fait le test aujourd'hui. J'ai pris les micros, j'ai fait le test. La boîte a crié, non, ce gars, c'est un menteur parce qu'il sûrement il fait le média. Je dis, non, mais c'est la première fois de le faire. Mais l'histoire, c'est que je suis en 4e secondaire, Madame Emeline. J'avais déjà réalisé une émission littéraire. Au nom de l'école? Non, j'avais déjà un concept de tourner une émission littéraire. 4e année secondaire. On l'avait fait avec des amis. Je les salue, Saint-Héry, Eric, Christian Milongo, Clovis. On est allé dans une parcelle. Comme on est assis là, on a filmé et j'ai interviewé un auteur. Donc c'était l'émission que j'avais déjà à l'époque. Donc quand on m'appelle pour faire cette émission-là, j'avais déjà commencé à me préparer pour ça. Donc on le fait, ça marche très bien. Et je commence à tourner. Alors j'évoque cette séquence, pourquoi? Parce qu'il y a un jour, et là je dis que les gens nous observent très souvent. Moi je dis ça aux amis jeunes, je leur dis, ce que vous faites, faites-le bien. Faites-le simplement bien parce que vous ne savez pas, dans la vie, il y a ceux-là qui vous observent, en fait. Et vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce qui se passe avec M. Freddy Moulumba? Je viens souvent faire les émissions. Déjà, il m'observe. Quand M. Papi Mayuma abandonne cette émission parce que ça ne payait pas, il dit, comme on parle de l'argent, il dit, mais attends, cette émission, ça ne paye pas. On reçoit les écrivains. Après l'émission, il donne rien. Il dit, Richard, moi, je laisse cette émission. Et puis, Freddy Moulumba me dit, viens prendre l'émission.
Je commence à faire les émissions et un jour, Freddy Moulumba me dit, il dit, tu sais quoi, je suis convaincu que tu vas travailler avec les Blancs. Comme ça. Parce qu'un soir, on s'est rencontré avec lui chez Catherine, il y avait de députés belges, il me dit, je suis convaincu. Il me dit comme ça. Là, en tout cas, il n'y avait même pas... Ça faisait 4 ans avant. Il me dit, Richard, je sais qu'un jour, ces Blancs-là vont t'appeler pour que tu travailles. C'était comme une prophétie. J'hésite de le dire, mais tu l'as dit. Tu vois. Mais lui, c'était l'analyse, quoi. Il a fait l'analyse clairement. Il dit, non, non, je crois qu'on va te prendre un jour là-bas. Et voilà, finalement, le jour où on m'a fait venir, que j'ai été engagé là-bas, lui, il s'est dit, mais voilà, moi, j'avais déjà vu ça de très loin, quand observé. Donc, j'ai compris que très souvent, on ne se rend pas compte, quoi. Voilà, on fait des choses et on n'a pas des fois de retour direct de ce qui nous entoure. Peut-être ceux qui nous observent, qui nous apprécient, sont très loin et qui n'osent pas nous le dire. Mais qu'ils attendent des fois le bon moment. Parce que pendant que je faisais même mon interview, je me souviens pour qu'on m'engage, parce que même s'ils avaient dit que je signais les contrats, mais j'ai quand même été interviewé par le DRH qui était venu de Bruxelles. Et ce jour-là, j'ai été surpris de voir que la déléguée parlera de mon émission. Elle dira au directeur, non, mais écoutez, il tourne une très bonne émission sur B1, vraiment, il fait bien les choses et tout. J'ai dit, mais tiens, j'ai jamais su que mon émission était suivie par cette dame. Donc, je crois que c'est un peu ça, tous ces éléments-là ont concouru, ont fait en sorte que je ne passe pas un test écrit, un test oral et tout que ça soit. Donc, je crois que ma vie était déjà un test pour cette boîte-là qu'ils observaient et on ne sait jamais, peut-être que demain, il y a encore d'autres personnes qui nous observent et qui se disent, bon, maintenant, je crois qu'on va te prendre pour tel poste. Ministre de la Culture, peut-être. Peut-être que c'est une prophétie, on reviendra ici pour cette émission. Alors, vous avez eu à passer par les médias. Et, cette expérience-là, si on vous demandait aujourd'hui de retourner en arrière, est-ce que ça sera aussi votre choix de le faire? Dans le média? Oui, oui. Je crois que ça, c'est la chose que j'adore comme vous n'avez pas possible. Vous n'avez pas idée. Je suis directeur, je suis responsable de la bibliothèque. À un moment, j'ai été encore sollicité à faire des émissions littéraires. Et je l'ai faite. Okay. Donc moi, vous l'avez dit, demain, ministre de la Culture, demain, je ne sais pas moi, s'il m'est encore possible de faire des animations, ou en tout cas des émissions littéraires, je ne sais pas, mais animation littéraire, ça me passionne comme pas possible. Échanger avec les auteurs, avec les écrivains, les interviewer, parce que ça ne vous prend pas tout votre temps de toute façon. Ah oui. Vous avez lu un livre ou deux, voilà, vous le faites et ça, je continuerai à le faire. Je crois que même quand je serai vieux à la retraite, je m'organiserai à avoir encore une chronique littéraire. Je me souviens encore même pour cette chaîne à l'époque, je le salue, Papa Laurent, il m'avait même proposé à l'époque. Est-ce que tu peux venir? Et là, j'étais tout au début à Wallonie. Je dis, papa, ça sera compliqué parce qu'il y a trop de charges. Mais vraiment, revenir aux amis, voilà, une chronique littéraire à la télévision, à la radio, vous le ferez sans ça, je le ferai toujours. Alors, vous embrassez la carrière dans la littérature. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à aujourd'hui? Bon, moi, j'avoue que je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. Je crois que j'ai été très chanceux dans ce domaine parce que je m'y mets et puis les choses ont vraiment commencé à couler et puis voilà, donc je tente une première aventure pour un grand prix littéraire, en tout cas c'était le prix Mark Twain, ça me sourit et ça m'ouvre la voie. Organisé par l'ambassade américaine, c'est ce jour-là même que mon père m'a dit, mais écoute, je crois que tu dois vraiment continuer avec ton domaine de la littérature. Après ça, j'appelle les amis pour créer le cercle littéraire des jeunes écrivains et chercheurs de l'UPC. Ça existe jusqu'aujourd'hui, on appelle ça la plume épétienne. Ça a très bien marché. Après ça, je tente l'aventure de créer l'association des jeunes écrivains du Congo, AGECO. On l'a fait, ça a très bien marché. Et qu'en est-il aujourd'hui? Ça continue. Ça continue. Il y a la présidente Grace Kakera, très très brillante jeune femme écrivaine qui est là. Avant elle, c'était Selena Ngoy. Avant Selena, c'était Joji. Il y avait Rodrigue Kisamaleki. Vous voyez que vraiment, ça a continué. Donc, et c'est devenu une institution aujourd'hui. Et les aînés vous ont aussi ouvert la voie, vous ont aidé? Pas de bâton dans le roue? Non, moi, je ne l'ai pas ressenti. D'autant plus qu'on était venu dans ce secteur-là en étant très malin.
J'explique ça aux amis qui arrivent aujourd'hui. Je leur dis, même l'idée de créer AGECO, c'était justement pour ne pas frustrer les aînés. Ok. Nous, on arrive à une période où mais il n'y a pas de jeunes Donc, on dans le peut vous secteur. dire que vous êtes de votre côté, nous sommes ici. Oui, pour ne pas les embêter. Attends, mais tu n'as jamais publié un ouvrage. Tu n'as jamais gagné un prix. Tu n'as jamais rien écrit. Il n'y a pas de gens de ton âge. Et puis, tu te lèves un matin, tu viens devant les profs Yoka, tu dis, oui, prof Yoka, je suis écrivain. Attends. Ou bien les profs Kadimandjouzi, tu dis, je suis écrivain comme toi. C'était justement pour ne pas... Moi, c'est comme ça que je ne veux pas frustrer les aînés. Je me suis dit, non, il faut qu'on fasse un truc où nous, on est des jeunes. Ah oui. Voilà, associer des jeunes écrivains. Comme ça, tu vois, quand tu rencontres un aîné, tu le dis, je suis un jeune écrivain. Ah bon, ce sont des jeunes là. Ça frustre pas. Et comme ça, on était bien accueillis facilement. Donc, il y avait l'UECO, nous, on a fait jeunes écrivains. Et on a commencé à cheminer. Voilà, c'était tout doux. Et ils nous ont vu grandir, hein, et facilement. Voilà, aujourd'hui, je suis vice-président de l'Union des écrivains du Congo. Donc, le prof Waba, c'est mon père. Il m'a enseigné. Je le voyais de très loin. Aujourd'hui, le prof Yoka m'appelle tout le temps pour tel ou tel renseignement. Mais pourtant, je le voyais de très loin. Ok. Voilà, donc je crois qu'on a eu cette chance-là d'être bien reçus par les aînés parce qu'on est venu avec un profil bas aussi. Donc, avec tout le respect qu'on leur devait. Le respect des aînés. Et aujourd'hui, oui. ils nous ont ouvert toutes les portes et ça marche très bien en tout cas avec eux. Alors, vous vous lancez dans l'édition des livres. Le tout premier, c'est Le Cauchemardesque de Tabou, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que vous avez motivé? Exactement. Ah, vous êtes très bien informée, Madame Emeline. Donc, Les Cauchemardesques de Tabou, c'est une nouvelle que j'ai écrite parce qu'il y a le concours prix littéraire Mark Twain qui a été lancé, je crois, on est en 2012, non, 2009. Et je me suis dit, bon, je vais tenter un peu d'écrire la nouvelle. Parce que la nouvelle, c'est un genre que j'apprenais en tout cas sur l'État à l'époque. Et j'ai écrit ce texte-là. J'ai pensé à ma tante paternelle, maman Rosa, qui avait ce nom-là et qui l'avait changé parce que Tabou voudrait dire miséreux, j'apprendrai en Swahili. Et après, j'ai écrit un texte qui était inspiré juste d'un taxibus à Kinshasa et j'ai raconté un peu toute cette aventure-là. Et à ma grande surprise, j'avais reçu le premier prix pour le mois de novembre. C'était vraiment là. Ça vous a pris combien de temps à peu près? Ces textes-là, je l'ai écrit en un mois. En un mois. En un mois. Avec de nuits blanches. Oui, bien sûr, toujours. Toujours. Et quand j'ai remporté les prix, c'est après que j'ai rencontré l'éditeur, en tout cas paix à son âme, mon maître à penser, Bienvenue Séné Mungaba, des éditions Mabiki. J'ai alors réuni les différentes nouvelles et on en a fait ces recueils-là, qui a été, je crois, publié en 2011. Et c'était ça, donc, mon départ, le premier ouvrage publié. Voilà. Et vous êtes à combien d'ouvrages aujourd'hui à votre actif? Sans compter les anthologies, je crois que ça doit faire 4. Sans compter en tout cas les anthologies où j'ai contribué, sans compter d'autres textes publiés ici et là. Oui, j'ai Les Cauchemardesques de Tabou, j'ai Ebamba Kinshasa Makambo, Okozonga Maboko Pamba, Anjou Zombie. Kinshasa Makambo. Oui, évidemment. Le tout dernier, c'est Et les portes sont des bouches, qui est un roman, voilà. Et on est en train de préparer notre roman aussi qui va arriver sans doute d'ici là. Généralement, quelle est votre source d'inspiration? Alors, je dirais comme tous les écrivains le disent, hein, je crois que c'est le quotidien, c'est tout ce qu'on a vécu, et puis après on a envie de raconter ces histoires-là, mais aussi c'est l'envie de raconter des histoires. Moi, par exemple, là, je suis en train de travailler sur un roman historique. Je n'ai pas vécu ces faits-là, mais j'ai tellement envie d'en faire une fiction pour en parler aux miens, en parler en tout cas à travers le monde. Donc voilà, on est inspiré par des faits du quotidien, on est inspiré par ce que l'on a vécu. Mais souvent, des fois, on écrit parce qu'on a envie juste de raconter des histoires. Moi, j'ai envie de raconter des histoires et je raconte toujours des histoires. Et vous rencontrez des difficultés également, surtout pour la publication des ouvrages ici en République démocratique du Congo, oui. Et aussi la vente. Oui, je crois que... Mais maintenant, ça s'ouvre de plus en plus. Hein. Il y a un moment, il y avait... c'était très difficile de dépasser le 5 doigts de la main pour compter les nombres de maisons d'édition qu'on a à Kinshasa ou même en RDC. Aujourd'hui,
Moi, des mémoires, j'ai pu dépasser 15 maisons, mais qui sont des maisons aussi un peu encore dans l'amateurisme, en train de se chercher. On n'a pas assez de maisons qui travaillent vraiment à compte d'éditeurs. La plupart des maisons, nous travaillons, je dis nous parce que je suis aujourd'hui aussi éditeur, à compte d'auteurs. Donc les difficultés sont là, à ce niveau-là, parce que quand quelqu'un écrit, il a la capacité, il a les talents d'écrire, mais il n'a pas le moyen pour s'auto-éditer ou bien financer l'édition de son livre. Donc il s'attend à ce que l'éditeur prenne son ouvrage, prenne son manuscrit et l'édite à ses frais. C'est ça le vrai contrat d'édition. Est-ce que l'État congolais vous aide également dans ce sens-là? Non, je crois que jusque-là, non. Jusque-là, non. Peut-être que ça pourrait venir, vous mais... faites la pression. Pression, je crois qu'on on le fait, on le fait très souvent. À l'époque, l'État congolais avait créé et mis en place les éditions locales pour justement diffuser, éditer les auteurs congolais, mais malheureusement, ça date pas de 30 ans qu'on n'entend plus parler de cette maison d'édition. Je crois qu'il faut la ressusciter. Des choses ont été faites pour booster les secteurs, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que l'État vienne donner un coup de pouce pour que les choses puissent bien marcher. Parce qu'on ne peut pas réussir ces paris sans l'État. C'est impossible. Est-ce que si aujourd'hui, vous avez un fils? J'ai 3 enfants. Si aujourd'hui, vous demandez ou vous disiez, vous apprenez que moi, je vais être écrivain comme vous, vous allez approuver? Oui, je serais très content. Je serais très content. Vraiment très content, mais après je le ferai raisonner comme l'a fait mon père à l'époque. Okay. Je serais très content, mais je lui dirais voilà les réalités, quoi. Je crois que oui, parce que en tant que responsable, voilà, moi mes deux premiers enfants, le premier il dit toujours ouais, je serai écrivain comme papa, le deuxième aussi en train de dire ça. Je crois qu'ils sont encore enfants, ils voient papa des fois à la télé, papa écrit. Mais si vraiment ils te disent que c'est leur rêve, il faudrait qu'on échange dessus, il faut qu'on oriente bien ça. Donc j'aurai une discussion aussi responsable comme l'a fait mon père à l'époque. Je dis toujours que mon père n'avait pas tort. Moi, je suis très heureux d'avoir fait les droits. Je ne les regrette pas, je ne les regretterai jamais. D'ailleurs, je pense que je serais en train de regretter si j'avais fait le lettre ou le journalisme. Ici, donc, en République démocratique du Congo, on a une image qu'on colle à l'écrivain. Entre autres, c'est un pauvre type. Oui. Vous êtes dans ce monde-là, vous êtes homme, le désir de fonder un foyer. Vous approchez votre femme. Est-ce qu'elle a accepté, sachant que vous étiez écrivain, ou vous avez eu à dissimuler les informations? Comment ça s'est passé au fait? Parce qu'il y a de jeunes qui se disent aujourd'hui, je ne peux pas faire ça parce que déjà j'aurais du mal à me trouver quelqu'un, une femme surtout, qui peut m'accepter dans cet état-là. Comment vous avez fait? Bon, après, il faut dire qu'on n'a pas encore, je sais pas moi à Kinshasa ou en RDC, s'il y a quelqu'un qui se réclamerait totalement écrivain. Ça veut dire qu'il n'a que ça. Ça veut dire qu'il se lève le matin, il écrit, il dort, il écrit, et puis il n'a pas d'autre chose à faire. Non, non. Très souvent, en tout cas, nous tous là qui sommes dans les secteurs, on combine toujours avec quelque chose. Voilà, donc on écrit, c'est une passion, mais on ne vit pas avec, au fait, parce que, voilà, vous n'avez pas les royalties qui vont vous permettre de nouer les débuts, vous ne vendrez pas des ouvrages et gagner un droit d'auteur pour... Donc voilà, je crois qu'on n'a pas encore ces cas-là. Alors, j'aborde une demoiselle dans la rue, je lui dis que je suis écrivain, mais ce qui est bien, c'est que dans le temps, même si ça continue aujourd'hui, je crois que quand on faisait nos amourettes là, mais ça marchait très bien parce que très souvent, le jeune demoiselle était charmé par ça, parce que un écrivain qui aborde une jeune fille, déjà cet écrivain il parle bien, il est charmant, il écrit des poèmes. Vous voyez, à l'époque, l'amour n'est pas lié à l'argent. Okay. Elle ne voit pas ça. L'intérêt pour elle, c'est de voir, non, mais mon chéri, là, il parle très bien, il est mignon. Voyez-vous, ça tourne autour de ça, ça tourne autour de la question de l'argent. Et puis après, voilà, si vous êtes béni, Dieu fera toujours en sorte que même, puisque vous écrivez, vous puissiez réussir dans ces domaines-là. Voilà. Moi, je ne calculais pas, je ne savais pas, je ne faisais pas de calcul comment ça va marcher, mais bon, je fais les droits. Je savais que je pourrais combiner avec le métier d'avocat. Dieu a fait en sorte que je trouve ces postes à la Wallonie-Bruxelles. Ça me permet de bien m'en tirer, en tout cas. Je ne me plains pas, en tout cas. Depuis que je suis là, ça fait 8 ans. Je ne me plains pratiquement pas. Je gagne bien ma vie avec le peu que on me paye là-bas. Okay. Et après, j'écris mes livres. Donc, voilà, j'essaie de combiner les deux et ça marche plutôt mieux. Alors, parlons de Richard Ali comme étant serviteur de Dieu. Comment ça a commencé?
Ouf. Tu ouvres des parenthèses où j'ai réfléchi pour faire court. Pour faire court. Moi, je dois d'abord avouer que voilà, je n'ai jamais été athée, je n'ai jamais été dans une famille non croyante. Donc, je suis venu dans une famille où ma mère est une femme croyante, en tout cas qui prie beaucoup. On est dans une famille catholique et déjà à l'époque, ma mère fréquentait les églises de réveil. Voilà, moi j'ai grandi catholique, servant de messe, acolyte en tout cas, première communion. Je fais tout ce qu'on fait à l'église catholique. J'avais comme vœu de devenir prêtre. J'ai fait le groupe de vocation. Oui, j'étais vraiment groupe de vocation. J'ai chanté à la chorale Luxmania, paroisse Christ-et-Roi, bilingue à Mouinda, j'ai tout fait. Jusqu'à un moment, en deuxième année secondaire, j'ai un débat avec mais vraiment un ami qui est un frère aujourd'hui, Christian Milongo. Et au cours de ce débat-là, je me souviens, je me suis dit, mais tiens, mais je pense que je ne serai plus prêtre. Bah, j'avais réalisé que j'avais un penchant, j'avais quelque chose qui m'attirait vers les femmes. Donc, je ne pourrais pas, moi, résister à ça. Donc, déjà, ça, je dis, OK, on met un full stop à ça, j'abandonne. Mais je pourrais toujours servir Dieu en étant, voilà. Et je suis donc là, catholique, jusqu'à ce que, voilà, un moment, alors ça c'est une parenthèse que j'aime pas trop, jusqu'à un moment, ma foi a un peu, j'en parle, hein, bon. Pour inspirer aussi. J'en parle, ma foi a été un peu dérangée à un moment. Oui. Pas vraiment dérangée, mais je crois que c'était la curiosité. Le fait de trop lire, le fait de faire beaucoup de recherches, je crois que c'était ça, parce que je lisais tellement beaucoup. Et le fait de beaucoup lire, ça commençait à susciter le questionnement en moi. Donc je commençais à remettre à cause certaines choses de l'Église catholique, de moi-même, à travers mes lectures. Et je tombe comme ça en contact avec quelqu'un qui à l'époque est devenu presque un peu mon maître, Yachet, avec qui on parle un peu de la création, comment l'Église catholique est née. Je parle un peu de mon cheminement spirituel. Et on découvre, je commence à comprendre l'histoire, le peuple juif et tout et tout. Je conclus que non, mais en tout cas, la vérité, c'est chez les juifs. Donc, à un moment de ma vie, j'ai été totalement, je peux dire, mais c'était comme ça, converti au judaïsme. Donc, vraiment, à fond. Parce que j'ai fait des lectures, j'ai compris que mais non, mais ils ont dévoilé les choses, ils ont transformer les noms, des Yehoshua, Jésus, tout ça. Mais j'étais très jeune, j'étais en deuxième année secondaire. Et ça a changé également la tournure de votre vie? Oui, ça a changé. Et puis parce qu'à un moment, je commençais à douter un peu. Et puis après, je crois que je suis même devenu végétarien, un moment à la maison. Okay. Ouais, je mangeais plus de viande. Quand on préparait, c'était et puis un foufou. Parce que j'avais tellement lu de choses et je voulais rester dans la bonne perspective. Jusqu'à ce qu'à un moment, voilà, je suis revenu encore catholique parce qu'il n'y a pas de choix. Okay. Mais je commençais à douter un peu de ça. Et puis, boum, un moment, pour faire bref, c'est que, comme ça, un jour, je m'apprêtais à faire mes premiers pas dans le fiançailles. Et c'est mon épouse actuelle qui vient me dire, mais voilà, parce que lui, son grand frère était pasteur, il priait chez Walesa. Il me dit, mon grand frère me dit qu'on a prophétisé sur toi. On a dit des choses sur toi. Je dis, mais les trucs de prophétie, là, ça existe. Et puis, je rencontre celui qui, vraiment, je le salue. Là, c'est mon père spirituel. Je rencontre mes jeunes hommes, parce qu'il est plus jeune que moi, le prophète Daniel Olaba, que je croise et qui me dit, mais voilà, j'ai prié quelque part. On ne s'était jamais vu. Okay. Il priait quelque part et puis Dieu lui a parlé de moi, de Richard Ali. Et il a commencé à me dire tout ce que Dieu lui avait dit de moi et sur moi. Mais je vous avoue, maman et Emeline, ça fait quoi avec lui? Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans qu'on est ensemble. C'était à 100% exact. Il m'a dit des choses de mon présent. Il m'a dit ce qui allait arriver parce que je me préparais à me marier. Comment serrer mon mariage? Ça s'est passé tel qu'il avait prophétisé. Tous les événements qui ont suivi, il me l'avait prédit, prophétisé. Et de là, en tout cas, comme j'ai commencé à hésiter un peu avec l'église catholique, il m'a dit non, tu dois arrêter un peu là-bas, va à l'église de ta femme, va prier là-bas. Et puis après, je commence à prier là-bas. Mais déjà à l'époque, petite parenthèse,
Papa Dédé, Église Mag vient ouvrir là où j'habitais, sur Kassavoubou, précisément l'avenue où j'habitais. De l'autre côté de l'Opori, c'est... À Sosa? Oui, mais de l'autre côté de l'Opori, de l'autre côté, ça a un autre nom là. L'avenue Binanga. Ah, ok. Binanga, voilà. Et j'étais touché à aller vers cette église-là, à l'époque déjà, mais je ne l'ai pas fait. Et des années après, mais ça me remontait toujours. On est venu à une campagne de Yesu Nalibanda. Il y a les prophètes qui travaillaient encore avec Papa Dédé à l'époque, comment il s'appelait, Marco, qui du haut du podium a prophétisé sur ma femme, sur nous deux. Ma femme avait un peu douté de ça, mais on s'est rendu compte toujours que ça nous suit cette prophétie-là. Et je fréquente donc l'homme de Dieu, le prophète de là-bas, qui un jour Dieu m'a dit qu'il doit être baptisé. Et je fais 2 rêves où je le voyais me baptiser. Je suis passé par l'autre baptême. Et voilà, et donc je suis vraiment resté avec lui. Et là où j'habitais, on a commencé le ministère avec lui. Je lui ai dit, mais papa, tu prophétises tellement, tu es tellement dans la chose. Mais je vous dis vraiment, c'est un serviteur de Dieu, vous n'avez pas idée. Et donc on a commencé le ministère dernière ministrie chez moi, dans la maison, on réunissait des gens, une grande foule. Et puis après, on a lancé ce ministère-là. Et moi, lui, il a jugé bon que je sois administrateur du ministère. Lui, il est visionnaire et il a fait de moi berger. Je suis berger dans ce ministère-là. Mais ce n'est qu'un ministère. Mais là où je viens prier, en tout cas, ça fait 1 année et demie. C'est à l'église MAG, Mission Apostolique Golgotha, chez le pasteur Dédé. Voilà, c'est là où je sers Dieu. C'est un peu ça. Donc ma foi chemine un peu comme ça. Je suis. Richard Ali, 3 choses qui vous définissent le mieux. Honnête. Je peux dire encore intègre. Et je ne ferai pas ça en un mot, mais en une phrase. Quelqu'un qui craint Dieu quand même. Alors, parmi ces 3 choses que vous venez de citer, il y a quand même une qu'on pourrait peut-être remettre en cause. Parce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir. Ah bon? Quand ils ont su que nous allons vous recevoir, ils sont venus nous voir. Et ils nous ont dit tellement de choses qu'on s'est dit, attendez, on va vous enregistrer pour que lui-même voie, qu'il sache qu'il ait au moins l'idée de ce que les gens pensent de lui, et que s'il a corrigé, qu'il essaye quand même de corriger. Alors, vous êtes prêts à les suivre? Ça me fait des tracts, voilà. Ça me fait du trac. Non, ça va aller. C'est juste pour arranger ce problème-là. Je vais vous inviter à regarder juste au devant de vous. D'accord. Il y a des gens qui veulent vous dire des choses. D'accord. C'est parti. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci en tout cas pour l'opportunité. Je suis là pour parler de Richard Ali, c'est depuis Libreville. Richard Ali, c'est un ami, c'est un frère avec qui nous avons fait beaucoup de projets culturels et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup personnellement parce qu'il a cet amour et cette passion de la littérature. Je me souviens, ma première rencontre avec lui, c'était lorsqu'il avait publié Ebamba. Le vernissage avait eu lieu à l'Institut français. J'étais là et c'est là que j'avais découvert qu'il y avait un monde culturel important dans le sens de la littérature. Et depuis, je suis allé à sa rencontre. C'est quelqu'un de très humble, c'est un serviteur de Dieu que nous respectons tous. C'est devenu avec le temps un frère avec qui nous partageons beaucoup de choses. Et je tenais vraiment à témoigner de lui parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour notre littérature. C'est quelqu'un qui fait beaucoup du bien à notre monde du livre. Et je pense que ces actions, que ce soit demain ou dans les jours à venir, ce seront des actions qui ne vont pas se perdre dans le temps. Merci à lui, merci à l'ami qu'il est, merci au frère qu'il est et surtout merci beaucoup pour sa passion de la littérature. Et Richard, je suis là à Libreville comme tu peux le constater et j'espère qu'on va se revoir très bientôt à Kinshasa. Merci, ciao. Bonjour, merci. Je suis Boris Makwanga, je pense bien votre invité à Mémoire de Sauvé. Bon, il m'a été demandé de faire un témoignage sur Richard Ali, qui est un frère ami, dans le cadre de sa profession d'écrivain.
Alors, il me revient à l'esprit le témoignage de 2007, où Richard Ali avait décidé de porter définitivement et de manière irréversible cette casquette-là d'écrivain. C'était à l'occasion du vernissage d'un ouvrage de Mme Christine Kazadi, Congo au Congo. C'était à de la Côte. Et ce jour-là, il y avait un challenge où il était demandé à des écrivains de proposer un texte, quoi qu'il en soit, donc un texte, un recueil ou un poème sur le thème de l'autre. Et Richard, très inspiré, il avait donc rédigé ce petit texte de poème sur l'autre. Quand il a déclamé, il a reçu des ovations de toute l'assistance et des regards admiratifs. Et c'est parti par ce jour-là où il a dit, mes chers frères, dorénavant, je porterai la casquette d'écrivain. Il y a un autre témoignage également partagé par rapport à ce profil qu'il a décrit aujourd'hui, c'est qu'avant même 2017, il écrivait déjà. Nous étions en 4e année des humanités, il a écrit un roman qui s'intitulait Étiquette. C'est pour dire que l'envie d'écrire de Richard Ali remonte il y a bien des années. Aujourd'hui, avec les gens qui portent sur la scène culturelle de la littérature congolaise, depuis du point de vue humain, c'est quelqu'un qui est très très chaleureux, un mari très attentionné, un papa qui aime bien ses enfants et surtout un ami loyal. Quelqu'un qui a un sens de partage, qui est très convivial et surtout avec lequel, quand vous discutez, vous avez des questions de philosophie, des questions de la vie. Il est très avenant au conseil. Donc, c'est vraiment un ami à qui je souhaite bon succès, plein succès dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend dans les 5 jours. Merci, mon cher. Bonjour. Témoigner pour Richard, qui est mon frère. En tout cas, c'est un honneur d'avoir un frère comme toi. Un frère qui est passionné de la littérature, très intelligent et qui sait ce qu'il fait dans ce domaine. En tout cas, Richard, depuis qu'il a commencé avec la littérature, il s'est donné à fond, il avait confiance en lui et aujourd'hui, je crois que nous voyons les fruits en tout cas. Il ne cesse de motiver tous ceux-là qui veulent suivre son chemin ou qui veulent être écrivains. Il les motive sans en tout cas complaisance, sans complication, sans rien demander en retour. C'est un homme calme, même au niveau de la famille, et au niveau de sa famille, au niveau de ses amis. Il est très aimant de ses amis. Il a toujours gardé son côté comique. Bien qu'il est devenu, bien par rapport à tout ce qu'il est devenu, c'est une voix de l'Afrique actuellement. Il est très écouté, mais il garde toujours ce côté-là humble de lui. Un homme de prière, un homme en tout cas talentueux que j'admire et je suis fier d'avoir comme petit frère à mes côtés. En tout cas, au niveau de la famille, Richard est toujours à l'écoute de ses amis. Il est toujours présent. Quoi qu'il arrive, il est toujours là avec nous. En tout cas, quoi dire de plus par rapport à ton parcours, par rapport à tout ce que Richard fait en tout cas. Il craint Dieu, c'est un homme de prière et il mélange avec son travail. C'est ce qui fait aussi vraiment sa force. En tout cas, je suis fier de l'avoir comme frère et j'ai toujours été fier de lire tout ce qu'il fait, de voir tout ce qu'il fait et il est fait avec passion pour vraiment nous éclairer par rapport à la littérature congolaise. Vraiment, c'est un homme à féliciter par rapport à son parcours, c'est un homme vraiment à féliciter. En tout cas, plein de bonnes choses, nous t'aimons beaucoup, Richard. Oui, je voudrais témoigner pour mon fils. Mon fils est un bon garçon. Je l'ai encadré dès le bas âge. Depuis sa naissance, il était très intelligent. Et vraiment, il m'aimait beaucoup. Même quand on s'est séparés, quand il était avec sa femme là, sa femme me disait que
soki mama soki akanisi abandi kolela. En tout cas, j'ai encadré tous mes enfants. Nalingaka bana na ngai mingi, nakolisi bango bien. En tout cas, naza na témoignage makasi mpona bana. Natémoignaka komona bango partout. Naboti bana moke mais baza bana moko malamu. Basalisaka ngai bien, basalisaka biso baparent bien, bamitiaka na place na biso bien, baza na amour. Richard aza na amour ya famille ya makasi. So ozwi na témoignage ya ndenge asalaki nini. Aza na amour ya makasi ya famille. Bango nyonso surtout bazalaka na amour ya makasi ya famille. Nalingi biso makasi, biso mpo nalingi bango makasi. Nalingi bana na nga makasi, aza na témoignage ya bien mpona bango. Aza bana mabe te, mwana mabe te. Alingi priere makasi, alingi bana na ye makasi, alingi mwasi ne makasi, alingi famille makasi. Richard aza mwana malamu. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un homme qui est exceptionnel, mon mari Richard Ali. Richard Ali, c'est un homme qui incarne la véritable noblesse du cœur. Il a un cœur en or. Richard Ali, sa vie est guidée par une foi sincère. Richard Ali craint Dieu. Oui, tu peux parler avec Richard pendant que vous parlez. Il ne va pas manquer de te parler de Jésus-Christ pendant votre discussion. Oui. Ce que j'admire chez Richard, c'est son sérieux, sa fidélité et sa constance. Oui. Il est cet homme sur qui on peut toujours compter. Oui. Il veille toujours sur sa famille, sur ses enfants, surtout sur sa maman. Donc c'est un peu ça. Richard s'est respecté, il me respecte. Il respecte beaucoup les gens. Surtout moi, sa femme, il me respecte d'une manière qui m'honore profondément. À tes côtés, Richard, je me sens aimée comme ton égal. Je me sens comme ta partenaire, ta Moukara, mais ta Black Angel. Tout ça là. Alors, ce que je vais demander à Jésus-Christ, Richard, vraiment, tu es un don. Tu es un don de Dieu pour ma vie. Oui. Je vais demander à Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ te protège, te garde, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire, qu'il te fortifie, mon amour. Tu es une bonne personne. Reste tel que tu es, ne change jamais. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Alors, Evelyne, comment tu as fait? un mot par rapport à tous ces témoignages. Ouf, non mais je ne m'attendais pas à ça, mais je crois que... Ouf, tu es forte, vous êtes fort. Vous êtes fort, comment... Mais, moi c'est vrai que j'ai toujours eu de larmes faciles, quoi. Donc c'est vraiment ça, quand je suis ému, je suis vraiment... voilà. C'est pas une faiblesse quand même. Ouf, je sais pas. Peut-être qu'on dirait, mais c'est quel genre d'homme comme ça qui pleure? Mais moi c'est vrai que j'ai de larmes qui coulent facilement. Non, mais vraiment, je suis touché. Tu vois, j'avais peur, je me disais, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Après, je vois les témoignages aussi touchants. Mais ils sont forts, ils ont joué les jeux. Enfin, je pourrais pas m'imaginer que tu allais trouver ces personnes-là, en fait. Je pourrais pas m'imaginer. Je me disais, bon, sûrement, tu allais prendre des écrivains, mais vraiment la famille. Ces amis-là, c'est vraiment la famille. Donc... Gombo, c'est vraiment la famille, c'est un frère. Le deuxième a témoigné, Clovis, tu vois, j'ai eu des larmes du coup parce que lui c'est tout le temps. Donc ça me surprend qu'il ait fait ça et qu'il m'ait caché. Donc je ne peux pas imaginer que Clovis ait interviewé et qu'il m'ait rien dit. Donc en quittant ici, je l'appelle pour lui dire, mais aux aventuriers. Donc, non, mais franchement, tout ça, que ce soit même mon frère qui me ressemble là, ils m'ont rien dit. Ni ma maman, mais attends, on parlait hier au téléphone. Elle m'a rien dit, mais je suis vraiment, non, mais je suis chanceux. Comme ils le disent, moi, je suis très chanceux de les avoir, en fait. Je suis très chanceux d'avoir cette maman. Moi, je dis toujours, moi, je l'appelle sainte. Ma mère, pour moi, c'est une sainte. Moi, pour ma mère, c'est une sainte. Je sais pas, j'essaye des fois d'examiner, de voir comment elle est, c'est une sainte en fait. Je sais pas le cœur qu'elle a,
J'ai dit à ma femme, je ne sais pas comment maman fonctionne, comment elle s'est pardonnée facilement, comment elle sait. Donc pour moi, c'est une sainte. Mon frère Jerry, là, c'est mon alter ego. Tu vois, je me souviens, lui, en tout cas, quand on grandissait, anecdote, maman et Emeline, c'est qu'il y a de personnes qui venaient échanger avec moi pensant que c'était lui. Donc tu as route comme ça qui te salue. Ouais, ami, c'est une dernière. Tu dis oui, vous parlez normalement. Normalement, et puis après, tu dis non, j'avais parlé avec ton ami comme ça, il croyait que c'était moi. Et lui aussi, il fait autant. Clovis, en tout cas, je suis très ému. Je suis très ému. Mais je crois que ce que tu fais là pour nous, tes invités, c'est trop fort, en fait. C'est trop fort. Quand j'y pense encore, j'ai envie de pleurer parce que avoir des témoignages du genre pendant qu'on est vivant, c'est quelque chose, en fait. C'est quelque chose, donc passons ces chapitres. Ça. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La toute dernière rubrique, c'est intitulée En vérité. En vérité, je vais vous poser des questions sur des choses qui se disent plutôt sur vous, mais des choses peut-être sur lesquelles vous n'êtes jamais prononcé. Alors pour aujourd'hui, je pense que je n'ai qu'une seule question et vous allez nous répondre avec votre main sur le cœur. Pour nous certifier que ce qui sort de votre bouche est la vérité. Rien que la vérité. On peut y aller? Cette émission me fait peur. Okay. Alors, en vérité, Richard Ali, étant homme des dieux, a édité l'ouvrage Okozonga Maboko Pamba, inspiré de la chanson de l'artiste Ferregola, Okozonga Maboko Pamba. Non, ce n'était pas inspiré de sa chanson en tout cas. Ok. Non. Ça venait d'où? C'était pas inspiré de sa chanson. C'est une histoire d'une femme qui allait à la prière. Et là, au culte, les prophètes ou les pasteurs, on a fait le premier service d'offrande. Et puis, il a commencé à exhorter. Non, vous voyez, aujourd'hui, voilà, pour tel cas, deuxième service d'offrande. Mais il faut qu'on achète ceci. Troisième service d'offrande. Et puis finalement, elle se rend compte que tout ce qu'elle avait avec elle est qui, quoi. Et donc, Azongi Maboko Pamba, ça n'avait vraiment rien à voir avec le truc de Ferry. Même pas le titre? Non, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Nous vous croyons. Alors, c'est la fin de l'émission. Vous avez de programmes, de perspectives ou un mot à dire à la jeunesse congolaise? D'abord, merci pour cette invitation, même Lynn. Donc, je reste très, très ému. Je souhaite d'abord bon vent. Merci. Bon vent à cette émission. Ça me rappelle, et je vois pourquoi est-ce que les gens qui, à l'époque, pleuraient, ça me rappelle à l'époque une émission où on recevait les gens, mais les gens pleuraient toujours. Je ne comprends pas pourquoi les gens pleurent. Non, bon vent pour ces concepts. Je crois que ça vous amènera très loin. Ça vous amènera très loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment abondamment, de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu as prophétisé aujourd'hui. Je suis convaincu qu'on reviendra pour vérifier cette prophétie-là dans le mois qui viennent, dans les années qui viennent. Ceux qui écrivent, en tout cas, si c'est une passion pour vous, ne lâchez pas votre passion. Si vous avez quelque chose qui vous passionne, que vous aimez faire, faites-le. Mais j'insiste encore, faites-le bien. Faites-le bien. Hier soir, j'étais dans un endroit, il faisait noir. Une dame, une demoiselle nous a salués. Bonsoir. Et puis après, la dame, histoire vraie, elle me dit, mais je vous connais dans le noir. Je dis, non, madame, si tu me connais, alors, je ne sais pas. Il dit, mais je vous connais sur Facebook. Non, c'est une blague. C'est vous, monsieur Ali. Alors je dis, faites bien ce que vous faites. Faites bien ce que vous savez faire, parce que vous ne savez pas ce que vous sémez dans les gens, et vous ne savez pas comment est-ce que vous allez les récolter un jour. Voilà tout ce que je pourrais dire aux amis. Et donc je salue tous ceux qui nous ont suivis. Je salue encore Papa SP pour cette chaîne, voilà, Vers Pâturage. Je salue aussi un aîné que j'aime beaucoup dans cette chaîne, Papa Laurent. À toute ton équipe, en tout cas, des bénédictions à vous. Que ça pleuve, que ça pleuve, que ça pleuve. Amen. J'ai pris que dans les mois qui viennent, que je vienne ici pour tourner l'émission sous notre casquette, sous d'autres horizons. Dieu est fidèle. Il y a beaucoup de choses que j'ai reçues de mon père comme message, et je pense que le temps est arrivé et des choses vont se faire. Vraiment que, voilà, restons ensemble. Dieu seul sait qu'est-ce qui nous réserve demain. Si cette émission peut inspirer certains,
Je serai très béni. Moi, je suis un homme... En tout cas, je me sens béni et heureux de ce que je constate aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui se réclament maintenant écrivains, qui écrivent, et vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Ma joie, parce que hier, ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas, et je crois que nous sommes dans un pays béni, et demain, ce pays dirigera en tout cas la destinée de ce monde. Merci. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir ouvert votre cœur pour nous parler de votre histoire. Et nous disons merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir, bye bye.